Vous avez acheté un véhicule électrique ou vous envisagez l'achat d'un véhicule électrique et la question plus que légitime de la recharge à domicile se pose. Parfait, vous êtes dans la bonne vidéo, bienvenue sur Tesla Thérapie. Aujourd'hui, je vous explique quelles sont les solutions à votre disposition pour recharger votre voiture électrique à votre domicile et je vais vous détailler un petit peu la solution que moi j'ai choisie même si elle n'est pas aux normes, l'installation d'une prise P17. Recharger votre voiture électrique à domicile est un des avantages d'une voiture électrique par rapport à un véhicule thermique. Au lieu de devoir aller bêtement dans un endroit loin de chez vous pour recharger votre véhicule en énergie, vous allez pouvoir le faire chez vous. C'est un petit peu la même chose que si vous deviez sortir de chez vous pour aller charger votre téléphone portable. Non, vous le faites évidemment chez vous pendant que vous dormez, c'est pareil pour votre voiture électrique. Il existe 4 solutions à votre disposition pour recharger votre voiture. La première des solutions, c'est la prise électrique classique sur laquelle sont branchées par exemple mes lumières ici. C'est une prise de 10-12 ampères en général, ça fait 2 kW. Vous pouvez ensuite choisir d'installer une prise renforcée de type Green Up, le grand, ça vaut 90 €, ça vous permet de passer à 14 ampères, soit 3 kW. Vous pouvez ensuite faire le choix d'une prise P17, c'est mon cas, pour avoir 16 ou 32 ampères, c'est l'équivalent de 3,7 kW ou de 7,4 kW. Enfin, vous pouvez choisir d'installer une wallbox chez vous avec une puissance jusqu'à 22 kW, mais c'est pas du tout le même budget. Il est à noter qu'au moment de cette vidéo et au moment de la rédaction de l'article, dont vous avez le lien en description, les Tesla, puisque c'est mon cas, j'ai une Tesla Model 3 Long Range, n'acceptent que 11 kW de puissance en courant alternatif. Quand bien même vous auriez une wallbox chez vous en triphasé en 3 x 62 ampères, pourquoi pas, capable d'envoyer donc du 43 kW, et bien votre voiture ne saurait négocier que du 11 kW. Et ça, si je le précise, c'est parce que c'est évidemment soumis à évolution. Actuellement, les Tesla ne savent gérer que du 11 kW, alors qu'on a des wallbox de 22 kW, des prises type 2 qui savent gérer du 22 kW, c'est forcément soumis à évolution dans le futur, 1 an, 2 ans, 5 ans, j'en sais rien, je suis pas Madame Irma, vous aurez des véhicules qui sauront gérer plus que 11 kW, pourquoi pas 22, pourquoi pas même davantage en courant alternatif. Évidemment, quand on est en courant continu, bon ben y a pas de sujet, une Tesla sur un superchargeur, ça sait manger du 250 kW sans problème. Et le choix de la technologie ou du connecteur que vous allez sélectionner est directement en fonction de votre sensibilité à la durée de la charge de votre voiture. Si vous roulez peu, vous avez une Zoé pour rentrer dans le cliché et vous vous servez de votre véhicule électrique que pour faire des trajets en ville, aller faire les courses, aller au travail, amener les petits à l'école, etc. J'en sais rien, peu importe. Et vous faites que des petits trajets, et bien vous avez juste besoin de récupérer quelques dizaines de kilomètres dans la nuit de recharge pour pouvoir repartir le lendemain. Donc une prise classique peut suffire. Si à l'inverse, comme moi, vous avez besoin de faire un gros road trip quasi tous les samedis en réalité, et que peu importe l'état dans lequel vous amenez votre voiture et sa batterie le vendredi soir, il faut que le samedi matin, au moment du départ, vous soyez à 90% ou 100% certaines fois, et bien là en fait avoir une voiture qui peut charger rapidement sur une prise qui peut envoyer de la puissance, c'est quand même pertinent. Donc à ce moment, au lieu de vous mettre plein de graphiques, plein de variables, etc., plein d'images sur cette vidéo, je vais tout simplement vous renvoyer sur la page dédiée d'Automobile Propre qui est magnifiquement bien faite. Vous choisissez votre type de modèle 3, que ce soit une propulsion, une long range, une performance, l'état de la batterie au début de la charge, 20%, 10%, 0% si vous êtes un fifou, l'état de la batterie à la fin de la charge, 70, 80, 90%, 100%, et le site vous génère en dessous automatiquement les temps de recharge qui seront nécessaires en fonction de la puissance ou du type de prise que vous mettez en face. Ça, c'est admirablement bien fait, ça vous permet de comprendre certains trucs. Dans mon cas, par exemple, si j'arrive avec peu de batterie chez moi et que le lendemain je veux repartir à 90%, ça ne marche pas parce qu'il me faut plus de 24 heures pour recharger ma voiture sur une prise classique. Et quand je dis peu de batterie, c'est de 20 à 90%, il me faut plus que 24 heures sur une prise classique. C'est juste pas possible. Personnellement, je cherchais donc une solution qui soit capable de me proposer 7 kW de puissance au minimum afin de pouvoir récupérer la totalité de ma batterie sur une nuit passée à mon domicile. Et là en fait le choix se limite grandement. Et c'est le moment où il est important de vous rappeler les normes. Puisque la norme NFC 1500 interdit l'usage et donc l'installation d'une prise P17 en milieu résidentiel pour recharger un véhicule électrique. Il est également important de préciser que c'est une norme, pas une loi, c'est-à-dire que vous pouvez installer une prise chez vous, c'est mon cas, j'ai installé une prise P17 chez moi, je vous montre ça dans un instant, mais si j'ai un accident sur cette prise, mon assurance ne me couvrira pas. En revanche, j'ai le droit de l'installer, elle est légale cette prise, c'est pas un import bizarre de Chine ou quoi que ce soit, cette prise est légale, vous l'avez dans des campings, vous l'avez dans des ports, vous l'avez même dans la rue parfois, mais chez vous, dans du résidentiel, c'est pas à la norme. C'est autorisé, mais c'est pas à la norme. Alors la limite entre autorisé et légal et pas à la norme, je suis
parfaitement conscient que c'est très mince en fait. On va, pour faire plus simple, dire que c'est pas autorisé, parce qu'en fait si vous avez un souci dessus, eh bien vous n'êtes pas aux normes. Là où moi j'ai un problème, c'est que la dernière révision de cette norme d'application obligatoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix que de l'appliquer, elle date de 2015, on est en 2022, et de 2015 à 2022, il s'est passé quand même vachement de choses sur les véhicules électriques. Donc une mise à jour, ça serait pas de refus. La raison invoquée pour interdire cette prise P17 en résidentiel, c'est qu'elle ne possède pas d'obturateur et qu'un risque de choc électrique est présent. Pour autant, si on regarde dans ma prise P17, les connecteurs, ils sont quand même super loin. On ne les voit même pas. Je suis donc très curieux de savoir comment on peut prendre un choc électrique. Bon, admettons, mais est-ce que ça serait pas plus intelligent déjà de faire une révision de cette NFC, mais également de dire qu'on met en place des P17 avec un système d'obturateur, par exemple. Conclusion de la partie norme, ne sont autorisées que les prises classiques, les prises renforcées, et les wallbox avec un connecteur de type 2. Mais au-delà de la norme, le vrai truc important, c'est votre installation, en fait. De la même manière que pour être aux normes, un motard doit rouler avec un casque et un gilet jaune, eh bien on se fiche de savoir s'il a une dorsale ou s'il a des gants. Pour autant, la dorsale et les gants vont peut-être vachement plus lui sauver la vie qu'un gilet jaune. Bon, ben c'est un petit peu le même délire pour votre installation en fait. On va vous prendre la tête sur la prise, mais pour autant, le câble qui va de la prise à votre compteur électrique, eh bien on autorise qu'il soit sous-dimensionné. Très clairement, il est sous-dimensionné. Le fonctionnement de la recharge d'une voiture électrique est totalement différent du fonctionnement de tout ce qui produit de la lumière autour de moi, ou de votre four, de votre sèche-linge, etc. Quand vous allez faire cuire des pizzas dans votre four, le four il va chauffer, puis il va s'arrêter de chauffer parce qu'il est à la bonne température, puis il va se rallumer parce que il est plus à la bonne température, puis il va couper parce qu'il est à la bonne température, etc., etc. Votre voiture électrique, quand vous la branchez, quand elle va rester chargée entre 8 et 24 heures comme on l'a vu précédemment, elle va monter à la valeur autorisée par la prise, par le connecteur, donc 2 kg, 3 kg, 7 kg dans mon cas, et elle va rester à cette valeur-là durant des heures, durant tout le temps de sa recharge. Donc ça veut dire que le câble qui transporte cette électricité va réellement beaucoup plus chauffer qu'il n'est prévu pour chauffer, puisque ce câble, encore une fois, est prévu pour une installation d'un four, d'un sèche-linge, d'un frigo, un truc qui tire dessus, puis ne tire plus dessus. Et personnellement, et je suis pas le seul à le penser, c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que quand on veut brancher une prise en 32 ampères, si on veut du 32 ampères, on peut mettre du câble en 6 mm carrés, comme vous le voyez sur le schéma que je vous présente actuellement. Vous pouvez mettre du 6 mm carrés pour du 32 ampères. Mais on est à la limite de l'échauffement pour du 32 ampères. Mais on est à la norme. On a le droit de mettre du 32 ampères dans du 6 mm carrés sans souci. Sauf qu'encore une fois, c'est prévu pour un four, pour un sèche-linge, pour un frigo en 32 ampères, j'en ai pas souvent vu, mais pour autant, c'est prévu pour du matériel qui va avoir une montée en charge, une descente, une montée en charge, une descente. Pas pour un véhicule électrique. Donc là, il faut faire super attention. Là, il ne faut pas rigoler, et au lieu de mettre du 6 mm carrés si vous voulez tirer du 32 ampères, mettez s'il vous plaît du 10 mm carrés. Ça vaut pas beaucoup plus cher, mais là, il y a une vraie différence en termes de sécurité, parce qu'un 6 mm carrés avec une voiture dessus, ça peut fondre. Du 10 mm carrés, vous êtes tranquille. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi une prise P17 alors que c'est pas à la norme? J'ai fait le choix d'installer une P17 de la manière intelligente, ce qui selon moi devrait être la norme, avec du 10 mm carrés, avec un disjoncteur différentiel de type F comme la norme l'exige pour le coup en 40 ampères avec derrière un disjoncteur magnétothermique en 32 ampères et encore une fois ce câble en 10 mm carrés. Ma prise P17, le souci c'est quoi? C'est que des enfants mettent des doigts dedans? Pas de souci, je l'ai mise à 1m80, 1m70, 1m80 de hauteur, pas de problème, et quand je m'en vais, je disjoncte. Donc ma prise P17 m'a coûté 20 €, le disjoncteur différentiel, le disjoncteur magnétothermique, les câbles, dans tous les cas, il vous les faut, c'est une constante en fait si vous voulez faire une installation, mais pour autant, ma prise P17, elle est bien moins chère qu'une prise renforcée Legrand Green Up, que je ne comprends pas qu'il soit commercialisé à 90 €. Deux choses ici, je prends une prise P17 avec un petit capuchon, et on met la prise P17 en hauteur. On est à 1m70, mais on est même plus haut que ça, on est à 1m80 là de haut, facile, de telle sorte que aucun petit enfant ne puisse venir mettre leurs doigts dans la prise, en plus du capuchon qui est présent dessus. Donc là c'est un peu sombre, mais dans l'idée, j'ai ma phase et mon neutre qui arrive ici, ainsi que ma terre, tout est en 10 carrés, donc ça fait vraiment des câbles, c'est très rigide, hein, réellement. Donc ça remonte là, dans la gaine qui était totalement vide ici, clac, on arrive ici, donc encore une fois,
phase neutre ici avec la terre là. On va maintenant venir connecter la terre ici pour la mettre à la terre tout simplement et installer les deux disjoncteurs différentiels et le disjoncteur magnétothermique puisqu'on sait comment ça s'appelle maintenant ici puisque c'était la partie où on avait un type AC de 40 ampères, c'est écrit là pour le coup type AC dessus si je pouvais avoir une mise au point et vous voyez également le petit logo sur le côté avec une vague quand c'est un type AC et deux vagues quand c'est un type A. Hop. Voilà, deux vagues égale type A, une vague égale type AC. Le disjoncteur différentiel est ici, le disjoncteur magnétothermique est ici, donc encore une fois le 40 ampères, le 32 ampères, ils sont reliés sur le dessus là, clac, par une petite réglette, un petit peigne en fait qui connecte les deux. Les câbles là, ceux-là et celui-là arrivent depuis en haut dans le gros câble noir qui est ici, clac, la terre descend, pas de souci, et on est revenu se repiquer, ici en bas, là, juste ici, sur tout simplement la première partie du tableau électrique. Donc là, on a bien, grâce à notre 10 mm² en câble, du 40 ampères qu'on réduit ensuite en 32 ampères sur ce disjoncteur magnétothermique qui est relié à la prise P17 qu'on n'a pas mis au bon endroit parce qu'en fait les rails du portail viennent taper dedans, donc on va la décaler un petit peu. Et oui, magie du direct et de la technologie, bam on claque des doigts et on passe plusieurs semaines comme ça. Donc la prise P17 est installée, ça on l'a vu ensemble. Le boîtier qu'il y a derrière est le boîtier que Tesla vous fournit quand vous achetez une Tesla chez eux en fait tout simplement, cette partie là. La partie du dessus c'est l'adaptateur P17 32 ampères que vous allez venir brancher sur le câble de charge Tesla pour pouvoir utiliser les 32 ampères de la prise qu'on a installée il y a quelques semaines, mais il y a quelques secondes pour vous. Et l'avantage encore une fois de cette prise, c'est que en plus d'être à hauteur, en plus d'avoir un cache, ici vous voyez un petit ergot, ici un petit ergot, et du coup quand on ferme, ça vient sécuriser un petit peu l'ensemble. Et ça c'est pas mal du tout. Et ici comme vous le voyez, on charge effectivement avec 32 ampères de capacité, donc on peut bien sûr descendre, mais dans tous les cas vous voyez en bas on sera maximum à 32 ampères, donc autant y rester, c'est très très bien. Ma limite moi je la mets à 80% en temps normal, mais ça change rien, vous faites ce que vous voulez de votre côté. Et on charge à 7 kW, donc ce qui veut dire que mon abonnement de 6 kVA n'était pas suffisant, donc j'ai dû faire évoluer mon abonnement de 6 kVA pour un abonnement de 9 kVA pour pouvoir utiliser ces 32 ampères. Donc il vous faut au moins du 9 kVA parce que encore une fois 6 c'est plus petit que 7, donc si vous voulez tirer du 7,4 il vous faudra au moins un abonnement de 9 kVA pour pouvoir envoyer du 7 kW. Et ensuite, la recharge se fait relativement facilement. La transition vers les moteurs électriques, elle est inévitable. Les normes vont obligatoirement devoir évoluer pour faciliter l'adoption de ces moteurs électriques et le confort de la recharge à domicile. Et là, on n'a même pas parlé de charge bidirectionnelle, c'est-à-dire le fait de charger votre voiture durant la journée sur votre lieu de travail par exemple, et de venir la brancher le soir chez vous pour que votre voiture se comporte comme une batterie qui va vous permettre d'alimenter justement votre four, votre frigo, vos lumières le soir quand vous en avez besoin et se recharger durant la nuit, etc. pour lisser les consommations sur les centrales nucléaires, etc. au lieu d'avoir un gros pic au niveau national le soir. Chaque personne qui a une voiture électrique permettrait d'abaisser un petit peu cette tendance. Donc en attendant que les normes soient en adéquation avec la réalité du terrain, j'ai fait le choix d'installer une prise qui est certes légale mais pas aux normes. Je préfère avoir du 10 mm² dans mes murs et une P17 en hauteur que du 6 mm² avec une wallbox derrière, si on voulait respecter la norme. Évidemment, je ne fais que vous partager ce que moi j'ai fait en essayant de vous expliquer ce que vous pouvez ou devez faire. Chacun choisira en son âme et conscience. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous n'hésiterez pas à la partager autour de vous et à poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous chagrine. Les petits pouces sont également super importants puisque c'est une chaîne qui débute et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire dès à présent. Et puis si vous l'avez loupé, là je vous mets la vidéo du test de l'autopilote de série en V11 et là je vous mets la vidéo de la présentation de l'interface de cette V11 sur une Tesla Model 3 Long Range. Je vous fais encore une fois des grosses bises et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite.